nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Mali. Demande de départ des ressortissants occidentaux, stratégie de déstabilisation ou chaos imminent. Nous nous interrogeons avec nos invités. Après l'ambassade des États-Unis qui a demandé aux ressortissants américains de quitter le Mali le plus tôt possible, même à travers des vols commerciaux, à cause d'une dégradation de la situation sécuritaire, ces deux autres pays européens qui lui emboîtent le pas, l'Allemagne et l'Italie, ont également appelé leurs ressortissants à faire de même, à quitter le pays en cause de la dégradation de la situation sécuritaire marquée par le blocus pétrolier imposé par le GNIM, mais aussi les attaques des camions qu'on observe près de Bamako. Pour ces capitales européennes, la situation sécuritaire se dégrade dans la capitale malienne et un peu partout dans le pays. Mais que dire de ces réactions? Est-ce qu'elles sont faites juste dans le but de protéger leurs ressortissants face à un danger imminent, un chaos qui serait très proche de Bamako, ou plutôt une stratégie de déstabilisation psychologique des habitants de la capitale ou des habitants maliens de façon générale? Nous nous interrogeons avec nos invités. Je commence par vous, Samir Ourosama. Généralement, quand les capitales européennes ou occidentales appellent leurs ressortissants à quitter un pays ou à quitter une localité, c'est que la situation est grave. Mais du côté du Mali, à suivre les sorties officielles, on a l'impression que ce n'est pas aussi grave que ça. On est en train de reprendre le contrôle de la situation et on pourrait imaginer que ces appels sont juste dans le but de déstabiliser les populations. Je pourrais même aller plus loin en disant que lorsque les capitales des pays occidentaux arrivent à prendre de telles décisions, c'est parce que ces pays-là ont reçu des informations alarmantes, des informations très difficiles véritablement à admettre et qui compromettent ou qui compromettraient donc la sécurité de leurs ressortissants sur le sol. Au fait, quel est le problème? À la base, ce que les autorités maliennes ont décidé d'interdire la vente donc du carburant hors des stations d'essence dans les zones rurales. Alors que vous savez que dans le contexte de crise sécuritaire, les djihadistes, les terroristes se ravitaillaient donc à travers donc des petits points de vente donc dans ces localités-là. Donc les djihadistes ont vu dans cette mesure-là une façon de leur couper donc le ravitaillement en carburant véritablement, ont décidé de repliquer véritablement. Et ça nous amène à voir une autre réalité en face. C'est-à-dire que depuis le double coup d'État entre 2020 et 2021, on s'est rendu compte que rien n'a changé sur le terrain. La situation sécuritaire s'est détériorée davantage véritablement. Parce que quand vous regardez le blocus qui a été imposé par le groupe de soutien à l'islamo-musulman affilié donc à Al-Qaïda, donc au niveau donc du Mali, vous vous rendrez compte que ces gens-là, ils ont encore une capacité de frappe exceptionnelle d'ailleurs. Parce que l'exemple le plus palpable, c'est-à-dire que vous avez des convois de citernes qui transportent donc des carburants, escortés donc par les éléments donc de l'armée malienne, et malgré ça, ces djihadistes-là ont réussi à attendre donc des embuscades et à faire des dégâts, notamment des morts par ici, des enlèvements de chauffeurs et même des militaires et tout. Ça veut dire que Bamako n'a pas le contrôle jusqu'alors de tout le pays. À côté de ça, de cette crise du carburant, vous savez que ce pays-là est confronté depuis quelques temps déjà par la crise de l'électricité véritablement. On est passé de 19 heures de disponibilité de l'énergie électrique à pratiquement 6 heures de temps. Et donc quand vous mettez ensemble ces informations-là, et vous savez que ces pays occidentaux, dans ces pays-là, ont les représentations diplomatiques. C'est-à-dire que ces pays-là ont des ambassades dans ce pays-là, le Mali. Or, que nous savons que le rôle d'une ambassade, c'est la représentation politique donc, de son pays d'origine, la négociation des accords et des protocoles entre les deux pays, la promotion des intérêts nationaux, la protection des ressortissants, et surtout l'information, très très capitale, parce que l'ambassade informe son gouvernement sur les événements et les conditions dans le pays hôte. Ça veut dire que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit l'Allemagne ou l'Italie, les différentes représentations diplomatiques au niveau du Mali ont collecté des informations de ces derniers événements, ont transmis au gouvernement de leur pays, et les gouvernements ont toute responsabilité
ont jugé donc de ces informations-là, parce que ce sont des États qui ont un service de renseignement très poussé. Ces pays-là ont des cellules d'information de renseignement qui travaillent 24 heures sur 24. Et donc, à l'analyse de ces informations-là, qui ont été transmises donc par ces ambassades au niveau du Mali, ont alerté donc leurs ressortissants d'évacuer le plus rapidement possible le sol malien, parce que les situations qui vont suivre, puisque vous savez, ces pays-là, ils sont dans la prospection, ils sont dans l'avenir, ils prédisent même l'avenir. C'est des gens qui ont une avance remarquable donc sur l'avenir. Donc je pense que c'est en toute responsabilité. Ce n'est pas pour dire que le ce n'est pas pour déstabiliser. Non, ça n'a rien à voir cela. Parce que vous voyez, c'est le mal aussi de nos pays africains. Ces pays européens ou ces pays occidentaux, ils ont une considération énorme pour leurs ressortissants. Ben, quand on dit que tu es américain, tu es allemand, tu es italien, c'est véritablement une protection qui est assurée. Partout où tu es sur la globe, le gouvernement a la lourde responsabilité d'assurer ta protection. Et je pense qu'ils sont en train d'accomplir leur responsabilité en toute dignité d'ailleurs. Merci beaucoup. À vous, Samir Ourossama, il ne faut pas voir derrière ces appels une stratégie de déstabilisation psychologique de la population, selon vous? Absolument. Merci beaucoup. Alors, Louis Kamako, après les États-Unis, c'est l'Allemagne et l'Italie aussi qui appellent leurs ressortissants à immédiatement quitter le Mali. On connaît la situation sécuritaire au Mali ces derniers temps. Ces appels sont pour la protection de leurs ressortissants ou, comme le pensent certains, une manière aussi de déstabiliser les populations maliennes? Oui, je suis à partir en fait d'accord avec Samy quand il dit qu'aux yeux des Occidentaux, leurs ressortissants valent plus que les yeux de la tête pour eux. Mais quand vous voyez un peu partout actuellement dans le monde, je pense que ce n'est pas seulement au Mali où il y a l'insécurité. Je ne pense pas seulement que c'est seulement au Mali où la situation sécuritaire est inquiétante. Jusque-là, on n'a pas vu les États-Unis en fait demander en fait à leurs ressortissants de quitter l'Israël. On n'a pas vu les États-Unis demander en fait à leurs ressortissants de quitter l'Iran, par exemple. Alors que dans ces zones-là ou bien dans ces pays-là, la situation sécuritaire aussi laisse à désirer. Il y a la pénurie de carburant et la pénurie en électricité aussi en Israël. Non, bon, est-ce que c'est les seules raisons qui doivent faire appeler les ressortissants à partir? C'est des éléments importants pour assurer plus que la situation sécuritaire. Pour assurer une survie. C'est plus que la situation sécuritaire. Mais puisque le Mali, ce n'est pas sa première expérience en termes de problèmes sécuritaires. Pour vous, donc, le cas du Mali est plus grave que le cas d'Israël, par exemple? C'est des problèmes, c'est des éléments vitaux. C'est plus grave. Oui, c'est plus grave, oui ou non, tout simplement. Ce n'est pas le même contexte. Je pense. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que le problème de carburant et la pénurie de carburant coûte cher plus que aux autochtones que aux étrangers? Je ne pense pas. Il n'y en a même pas, lui. Je ne veux même pas épiloguer. On va laisser lui continuer puisque le temps n'est pas très grand pour ce sujet. De carburant, parce que quand vous allez aux informations, vous allez justement vous rendre compte que c'est une décision qui a été prise par les autorités maliennes en fait, à dessein. Vous parlez de la fermeture des écoles, juste parce que l'État veut donner les mêmes chances à tout le monde. Il y a eu de pénurie de carburant et qu'il y a certains élèves qui ont du mal à se faire déplacer. Donc pour que le niveau soit le même, pour mettre tout le monde au même niveau, on a juste décidé de fermer les écoles. Donc ce n'est pas une décision qui a été dictée de quelque part, ce n'est pas une décision qui a été dictée d'un groupe terroriste. Alors, pour moi, je pense que cette demande en fait des États-Unis, qui sont soutenus par beaucoup d'États, est pour moi une forme de soutien en fait au groupe djihadiste GN. Pourquoi une forme de soutien si les gens menacent la sécurité des populations et que vous demandez à vos concitoyens de sortir, de partir, vous les soutenez donc? Vous voyez des États-Unis qui se disent première puissance du monde en fait. Et ils se disent être partenaires de tous les États qui veulent amorcer un développement, surtout en Afrique. L'idéal serait peut-être de venir en aide en fait au Mali. C'est toujours dans le cadre d'un accord de coopération et tant que le cadre n'est pas défini comme tel, les États-Unis ne peuvent pas débarquer leur armée sur le sol malien. Non, mais là, nous sommes dans une situation particulière. Et c'est au Mali de demander cela. Et je le pense, les États-Unis ne veulent pas nous dire que les ressortissants qui sont au Mali ne contribuent pas à l'essor de l'économie américaine. Donc, si aujourd'hui on leur demande en fait de se rapatrier, je pense que c'est un manque à gagner pour le pays. Est-ce pour autant qu'il faut laisser les ressortissants mourir si la situation était si grave que ça? Est-ce que cette situation en soi, est-ce que ce problème-là n'est pas résolvable? C'est la question que je vous pose. Justement, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour les États-Unis d'aider, en fait, ou bien de venir
à la rescousse en fait du Mali en quoi faisant? En quoi faisant? Aujourd'hui, on sait que ceux qui sèment la panique ou bien ceux qui sèment la psychose au sein de la population malienne, c'est ce groupe-là, affilié à Al-Qaïda. Donc, pourquoi ne pas soutenir l'État malien? En quoi faisant? En apportant les armes ou en venant combattre à leur côté? Puisque c'est ce que je disais que tout à l'heure, que l'intervention, en tout cas, s'il faut intervenir, c'est dans le cadre d'un accord. Pardon? S'il faut qu'un pays intervienne au Mali, ça doit être dans le cadre d'un accord. Pas forcément. Mais aucun pays ne peut débarquer sur le territoire d'un autre pour dire que vous êtes en difficulté, donc je viens. Et jusque-là, que ce soit qu'il n'y ait pas d'accord ou pas, je crois qu'il n'est jamais trop tard pour signer un accord, pour négocier un accord. Si les États-Unis veulent effectivement protéger leurs ressortissants. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que là, on n'est pas en train de chercher une chose et son contraire? Parce qu'on était dans une logique de souveraineté. On ne veut pas de ces occidentaux sur certains aspects dans notre vie. Ça dit que mon analyse est ceci. J'ai l'impression que ces pays-là qui manifestent publiquement leur désir de voir leurs ressortissants se rapatrier, entre guillemets, sont en train de préparer quelque chose. C'est un signal. C'est un signal, c'est-à-dire qu'ils préparent le déluge en fait pour les autorités maliennes. Ils préparent ou bien ils veulent alarmer sur les déluges? Non, il faut alarmer, mais ils préparent peut-être, vous m'excusez, ils préparent peut-être... Oui, soyez plus clair, c'est en fait ce que je veux comprendre, mais Louis Kamako. Nous parlons... C'est un problème, c'est un sujet aussi un peu sensible. Et moi j'ai du mal à vous suivre quand vous ne dites pas les choses clairement. Non, pourquoi est-ce que les Maliens ou bien les dirigeants même maliens ne voient pas le chaos? Pourquoi est-ce que les dirigeants maliens ne voient que la situation sécuritaire est inquiétante et que c'est un œil extérieur qui viendra l'analyser? Un œil extérieur qui vit aussi sur le territoire malien. Non, ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose de mauvais qui se prépare contre le Mali. Pour vous, c'est justement, vous êtes de l'avis de ceux qui pensent que c'est une stratégie de déstabilisation psychologique des populations. C'est-à-dire qu'en période de guerre, quand l'ennemi veut frapper, il demande justement à ses alliés de quitter le lieu. C'est de ça qu'il est question. Selon moi, c'est l'analyse en fait de la situation. Okay. Sinon, au Mali, vous avez des autorités, des nouvelles autorités qui justement travaillent d'arrache-pied pour une sécurité, pour un pays paisible. Et on a vu qu'à chaque fois, il y a des frappes qui se font, il y a des attaques qui se font, il y a des terroristes qui sont retranchés, qui sont chassés jusqu'à leur dernier retranchement. Aujourd'hui, le bilan est là. On peut faire un bilan. Les autorités maliennes... Pour vous, la situation n'est pas aussi alarmante. C'est ces pays qui essaient de semer les troubles dans la tête des gens. Du moment où les autorités maliennes n'ont pas dit que c'est alarmant. Communiqué. Merci beaucoup. Maintenant, à vous, Louis Kamako. Terminer par là avant que rapidement alors. Tu disais qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a plus d'accord entre le Mali et les États-Unis ou bien. Je dis que ça doit fonctionner sur la base d'un accord. Il faudrait que l'accord le permette. Aujourd'hui, tout cela, c'est pour nous dire que le Mali, eh bien les autorités maliennes ont mal fait justement de résilier à certains accords. C'est pour vous dire qu'après nous, il y a le déluge. C'est pour justement faire croire à l'opinion internationale que c'est la présence en fait des troupes occidentales ou bien des troupes européennes qui font que le terrorisme ne prospère pas au Mali. Donc ce n'est pas ça. Donc je pense que, comme je l'ai dit, c'est un signal. Ce sont des ennemis qui veulent mettre en exécutant un plan de déstabilisation et en le faisant, ils sont en train d'aviser leurs ressortissants. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, Constant Lemou, quelle lecture faire d'une telle situation après les États-Unis? C'est l'Allemagne et l'Italie qui appellent les ressortissants à quitter le Mali. Entendons-nous d'abord que le globe terrestre dans son ensemble est contrôlé, surveillé par les grandes puissances, notamment les États-Unis et autres puissances occidentales. Et lorsque ces puissances décident de demander à leurs ressortissants de quitter une zone, c'est pour des raisons sécuritaires, ce n'est jamais pour des raisons de déstabilisation, de quoi que ce soit. Non, de déstabilisation, oui. Okay. Mais pas pour des raisons d'un manque. Okay. La preuve, ces Occidentaux vivent paisiblement en Somalie où il n'y a rien à manger pour les populations locales. Où il y a les chebabs aussi qui sévissent. Voilà. Mais ils n'ont jamais demandé les ressortissants occidentaux ou américains de quitter le sol, la Somalie. Au Mali, il n'y a pas longtemps. Ça dépend, ça au dépend. Mali, il n'y a pas. Le cas de la Somalie, parce il n'y a pas longtemps. Comme ça. Nous sommes au Mali. Ok, d'accord. Parlons du Mali. Il n'y a pas longtemps, le pouvoir malien a demandé
aux bases militaires de ces différents pays de quitter le Mali. C'est à contre-cœur que cela a été exécuté, mais en ce temps, ces puissants n'ont pas demandé à leurs ressortissants de quitter le pays. Mais nous reconnaissons également que durant toute la période-là, depuis là jusqu'à aujourd'hui, les tentatives de déstabilisation du Mali et des autres pouvoirs du Sahel, de l'AES, les tentatives n'ont jamais cessé. Si aujourd'hui, il y a un blocus par les terroristes en ce qui concerne l'alimentation de Bamako en carburant, cela inquiète. Ça veut dire que le pouvoir militaire malien n'a pas vraiment la maîtrise sécuritaire sur l'ensemble du territoire et surtout que la mesure de vendre le carburant uniquement dans les stations d'essence qui a coupé les réseaux terroristes de l'alimentation en carburant a porté un coup assez dur aux organisations terroristes et leur soutien aujourd'hui leur permet de couper donc les voies d'alimentation. C'est ce qui a fait que entre le Mali et le Sénégal, toutes les voies d'accès pratiquement sont bloquées et cela met en difficulté le Mali en matière de carburant. Mais au-delà de ce blocus, il y a effectivement cette menace d'embrasement, d'envahissement de l'ensemble du Mali par les groupes terroristes qui sont véritablement soutenus par leurs parrains, qui ne sont pas différents de ceux qui appellent leurs ressortissants à quitter. Merci Rappelons, oui, pour terminer, rappelons que ces puissances ont toujours un maillage au sein des réseaux terroristes dans le monde. Tous les réseaux terroristes sont toujours en connexion avec ces puissances occidentales et américaines. Prenez la Syrie. Quels sont ceux qui ont soutenu le terroriste à prendre le pouvoir en Syrie? Ce sont les puissances occidentales et les États-Unis. Personne ne peut le démentir. Or, eux-mêmes savaient très bien et avaient lancé des mandats d'arrêt contre le même chef terroriste. Et aujourd'hui, il est au pouvoir en Syrie grâce à leur soutien. Alors, vous ne pouvez pas démentir que ces pays qui demandent le retrait de le départ de leurs ressortissants cherchent à saper le moral de la population malienne, à semer le chaos parce que la déstabilisation du pouvoir malien est préparée. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Malheureusement, on ne pourra plus faire de tour. Nous allons marquer la pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.